ma famille m'a supplié d'enterrer la vérité, de garder le silence sur l'aventure de mon propre frère avec ma future épouse, et ce, uniquement pour protéger sa précieuse carrière. J'ai souri poliment, j'ai hoché la tête comme le beau-fils qu'ils attendaient, puis j'ai calmement diffusé la vidéo accablante sur la télévision du salon, pour que tout le monde puisse la voir. Je suis chirurgien traumatologue dans un centre de niveau 1 à Chicago. Toute ma vie professionnelle repose sur ma capacité à gérer des urgences catastrophiques, alors qu'une vie humaine s'échappe littéralement entre mes mains. On apprend à compartimenter. On apprend à rester de glace, lorsque les moniteurs hurlent, que le sang s'accumule, et que tout, dans la pièce, tourne à l'enfer absolu. On apprend à anticiper de 3, 4, ou même 5 coups d'avance, tandis que le moment présent s'effondre autour de soi. Cette formation médicale rigoureuse et spécifique est la seule chose qui ait sauvé ma santé mentale. Le 21 novembre, je venais de terminer une brutale garde de 36 heures. Il y avait eu un carambolage impliquant plusieurs véhicules sur l'I-90, et j'avais été plongé jusqu'au coude dans le chaos. Normalement, j'aurais dû travailler toute la semaine de Thanksgiving, mais un autre médecin-chef était intervenu pour prendre mes heures restantes, car je l'avais remplacé le mois précédent, lors de la naissance de sa fille. Ils avaient réorganisé le planning, et soudain, j'étais libre. J'ai envoyé un message à ma fiancée, Chloé, vers midi, lui faisant savoir que j'allais prendre un café, mais j'ai délibérément omis la partie où je rentrais tôt à la maison. Surprise. Elle n'a pas répondu tout de suite. J'ai imaginé qu'elle faisait des courses, qu'elle achetait les dernières provisions, ou qu'elle faisait tout ce qu'elle avait prévu pour préparer l'énorme dîner de la veille de Thanksgiving, chez mes parents, le lendemain. Nous étions ensemble depuis 5 ans, fiancés depuis 10 mois. Le mariage était prévu pour début mars. Les 35 000 $ d'acompte étaient entièrement payés. Le lieu de réception du centre-ville était complètement réservé. Sa robe de mariée sur mesure avait déjà été retouchée et était suspendue dans une housse de protection, dans notre chambre d'amis. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté chez un fleuriste de luxe et j'ai pris un énorme bouquet de lys stargazées, ses fleurs préférées. J'étais épuisé. Mes os me faisaient mal, mais je souriais. Je pensais à la façon dont son visage s'illuminerait en me voyant passer la porte. À la façon dont nous passerions l'après-midi enneigé, enlacés dans les draps chauds, avant que le chaos étouffant des fêtes ne commence officiellement. Je ne suis pas habituellement le genre de personne à faire des arrivées surprises spontanées. Mais je me sentais incroyablement chanceux. J'avais l'impression que toute ma vie était parfaitement organisée. J'avais une carrière très bien rémunérée. J'étais passionnément amoureux d'une magnifique fiancée, que je croyais être mon âme sœur, et j'avais une famille très unie. Mon jeune frère, Lucas, et moi étions censés regarder le match des Bears plus tard dans la semaine. Tout était exactement à sa place, dans mon univers. Puis, je me suis garé dans mon allée couverte de neige et j'ai vu la Jeep noire de Lucas, garée légèrement de travers. Ce n'était pas entièrement inhabituel. Nous vivions à environ 30 minutes l'un de l'autre, et il passait parfois emprunter des outils, ou piller ma chère collection de bourbons. Je me suis dit qu'il aidait peut-être Chloé à déplacer la lourde table de salle à manger antique, ou à accrocher les lumières de Noël extérieures que je n'avais pas encore eu le temps d'installer. Il était censé être ce genre de frère fiable et serviable. Ou du moins, c'est ce que j'ai bêtement pensé. J'ai déverrouillé la porte d'entrée aussi silencieusement que possible, espérant surgir et leur faire peur. La maison était plongée dans un silence de mort. Aucun son de télévision ne résonnait depuis le salon. Aucune playlist Spotify ne résonnait depuis les enceintes de la cuisine. J'ai failli appeler Chloé, Lucas. Mais quelque chose m'a arrêté. Puis je l'ai entendu. C'était faible, et ça venait du 2e étage. Ce n'étaient pas des paroles. C'était un rythme. Un lourd grincement rythmique des planchers, accompagné de sons étouffés, haletants. Mon estomac a plongé dans un abîme sans fond, mais mon cerveau a instantanément basculé en mode salle de traumatologie. Évaluer, vérifier, réagir, contenir l'hémorragie. Mon rythme cardiaque a en fait ralenti. J'ai déposé les lisses silencieusement sur la console d'entrée. J'ai enlevé mes bottes pour ne faire aucun bruit. J'ai monté les escaliers recouverts de moquettes, chaque pas lent, délibéré et entièrement silencieux. La porte de la chambre principale était entr'ouverte, d'environ 6 pouces. Le couloir était sombre, mais le soleil d'hiver de l'après-midi traversait les stores de la chambre, illuminant parfaitement la pièce. Et à travers cet espace de 6 pouces,
j'ai vu tout ce que j'aurais jamais besoin de voir pour le reste de ma vie. Lucas, Chloé, mon lit, notre lit, le lit que j'avais acheté quand nous avions emménagé ensemble. Ils ne m'ont pas remarqué. Ils étaient complètement et violemment enlacés. Je n'ai fait aucun bruit. Je n'ai pas eu de halètement. Je n'ai pas poussé la porte et commencé à crier. Je n'ai pas annoncé ma présence comme un personnage dramatique de feuilleton. J'ai juste plongé la main dans ma poche, sorti mon téléphone, ouvert l'application appareil photo et appuyé sur enregistrer. Je suis resté là, comme un fantôme, et j'ai enregistré 90 secondes de séquence haute définition en 4K. Les visages étaient clairement visibles. Le son était horriblement clair. Il n'y avait absolument aucune ambiguïté possible quant à ce qui se passait, qui le faisait, où il le faisait. La caméra a parfaitement capturé le tatouage tribal distinct de Lucas sur son omoplate gauche. Le stupide tatouage assorti que nous avions fait ensemble lors d'un voyage ivre à Cabo, il y a 5 ans. Elle a capturé la main de Chloé agrippant la tête de lit, la bague de fiançailles en diamant. J'avais dépensé 3 mois de salaire pour l'acheter, captant la lumière de l'après-midi. J'ai tout enregistré. J'ai laissé la preuve se solidifier. Puis je me suis retiré, j'ai descendu les escaliers, je suis passé devant l'hélice, j'ai franchi la porte d'entrée, je suis sorti dans le froid glacial, et je suis retourné à ma voiture. Je suis resté assis là, garé à un demi-pâté de maison dans la rue enneigée, pendant peut-être 20 minutes. J'ai laissé le moteur éteint. La température glaciale qui s'infiltrait dans l'habitacle correspondait à la glace dans mes veines. Je m'attendais à ce que la rage aveugle me submerge. Je m'attendais à frapper le volant, à crier jusqu'à ce que ma gorge saigne, à m'effondrer en larmes hystériques, mais rien n'est venu. Tout ce que je ressentais était une terrifiante clarté chirurgicale, cristalline. J'ai regardé la vidéo une fois pour m'assurer que ce n'était pas une hallucination. J'ai vérifié l'horodatage. 14h14. J'ai vérifié que les visages étaient indéniablement clairs. J'ai immédiatement sauvegardé le fichier sur 3 comptes cloud sécurisés distincts, là, dans la voiture gelée. J'ai envoyé une copie par email à une adresse secondaire sécurisée. Puis, j'ai ouvert mes messages et j'ai envoyé un SMS à Chloé. Salut chérie, le carambolage était pire que prévu. La garde a été prolongée. Je suis vraiment désolé, mais je ne serai pas à la maison avant demain matin. On se voit demain après-midi chez mes parents pour le dîner de la veille de Thanksgiving. Je t'aime tellement. Elle a répondu 8 minutes plus tard. Oh non. Tu travailles si dur, mon amour. S'il te plaît, repose-toi quand tu peux. Tu me manques déjà. Je suis juste en train de nettoyer la maison et de préparer des choses. J'ai hâte d'être à demain. Lucas m'a envoyé un message 35 minutes après cela. Yo, frérot, tu es libre cette semaine? On pourrait regarder le match et prendre des bières. Fais-moi savoir. Je suis resté assis dans la voiture gelée et j'ai regardé les 2 messages. Puis j'ai regardé la vidéo, toujours minimisée sur mon écran. Il n'avait absolument aucune idée que je savais. Il n'avait aucune idée que j'avais été debout à 3 pieds d'eux. Il n'avait aucune idée du type d'arme nucléaire numérique que je tenais actuellement entre mes mains. Et j'avais exactement 28 heures avant l'énorme dîner de la veille de Thanksgiving en famille, où tous les deux seraient assis à la table à manger en acajou de mes parents. Ils joueraient à la famille heureuse, se passeraient la sauce, et me regarderaient droit dans les yeux, comme s'ils n'avaient pas, à l'instant, détruit tout mon univers. J'avais 28 heures pour décider exactement comment je voulais réduire systématiquement leur monde en cendres. J'ai démarré la voiture, je me suis éloigné du quartier où je pensais élever des enfants, et j'ai roulé jusqu'à un hôtel haut de gamme, de l'autre côté de la ville. Je me suis enregistré sous mon nom, j'ai payé en espèces, j'ai demandé un départ tardif, et je me suis assis au bord du lit king size, mon ordinateur portable ouvert. La vidéo était téléchargée. Les sauvegardes étaient sécurisées. Lucas a envoyé un autre SMS. Frérot, tout va bien? Tu es étrangement silencieux. Lol. J'ai regardé mon téléphone, son message, et l'emoji cœur rouge de Chloé, toujours affiché sur mon écran de verrouillage. Puis, dans le silence de cette chambre d'hôtel stérile, j'ai souri pour la première fois depuis que j'avais franchi ma porte d'entrée. Ce n'était pas moi qui devais m'inquiéter d'aller bien. C'était eux. Ils ne savaient juste pas que le compte à rebours avait déjà commencé.
J'ai passé toute la matinée dans cette chambre d'hôtel à faire ce que je fais le mieux, préparer la salle d'opération pour une procédure massive et sanglante. Les chirurgiens n'improvisent pas. Nous suivons des listes de contrôle. Nous anticipons les complications. Nous nous assurons que tous les instruments sont stérilisés et prêts. Alors, j'ai fait une liste de contrôle. Preuve sécurisée. Fait. 4 sauvegardes cloud séparées, plus le fichier brut original sur mon téléphone. Chronologie documentée. Fait. J'ai passé 4 heures à parcourir 8 mois de messages, recoupant mon emploi du temps hospitalier épuisant avec leurs messages. J'ai fait une capture d'écran de chaque fois que Lucas disait qu'il était occupé par le travail, ou que Chloé mentionnait qu'elle faisait des courses, ou allait à un cours de yoga. Les schémas étaient horriblement évidents. Maintenant, chaque week-end alterné où j'étais de garde à l'hôpital, ce week-end de septembre où j'étais parti à une conférence médicale à Seattle, et où elle prétendait passer un week-end entre filles en ville, Lucas avait posté une photo d'un cocktail dans un bar situé exactement à 4 pâtés de maison de ma maison. Cette même nuit, cela durait depuis au moins 6 mois, peut-être même les 10 mois entiers de nos fiançailles. À 10 heures du matin, j'ai appelé un type que je connaissais de mes années d'études et qui s'était spécialisé dans le droit de la famille et de la propriété, de manière agressive. J'ai payé ses honoraires de consultation d'urgence par téléphone. Nous avons eu une conversation précise de 30 minutes. La maison? Elle était 100% à moi. Je l'avais achetée 3 ans avant même de rencontrer Chloé. Son nom n'était nulle part sur l'acte. La bague de fiançailles de $12 000 était légalement, dans notre État, un don conditionnel. Si le mariage n'avait pas lieu, la bague revenait à l'acheteur. Si elle ne la rendait pas volontairement, je pouvais la poursuivre pour la valeur totale plus les frais de justice. La vidéo? Complètement, 100% légale. C'était ma maison, mon hypothèque, ma chambre, ma sécurité. Il n'y avait aucune attente de vie privée pour des intrus commettant l'adultère dans mon domicile. Faites ce que vous avez à faire, a dit l'avocat. Vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes complètement protégé. Je me suis présenté à la grande maison de banlieue de mes parents à exactement 17 heures. La maison de ma mère sentait toujours fortement la dinde rôtie, la farce à la sauge et la cannelle pendant les fêtes. Une vague d'intense nostalgie d'enfance m'a frappé pendant environ 3 secondes, avant que je ne me souvienne de la raison exacte pour laquelle je franchissais cette porte. La Jeep de Lucas était déjà garée dans l'allée. Tout comme la berline blanche de Chloé. Je suis entré, portant une bouteille de vin, agissant comme si absolument rien n'allait de travers. Mon rythme cardiaque était stable à 60 battements par minute, de glace. Chloé était dans la cuisine avec ma mère, portant un joli tablier fleuri, riant bruyamment à propos d'une blague de famille. Elle m'a vu et tout son visage s'est illuminé d'une joie feinte. Elle a traversé la cuisine, m'a serré les bras autour du cou, et m'a embrassé profondément. Tu m'as tellement manqué, mon amour. J'étais si inquiète pour toi, dans cette tempête, a-t-elle roucoulé. Je l'ai embrassée en retour. J'ai forcé mes lèvres à se courber en un sourire. Toi aussi, tu m'as manqué. Content d'être là. Lucas est sorti du salon, tenant une bière artisanale. Il m'a tapé fort sur l'épaule. Le voilà, le sauveur. Je pensais que tu serais coincé à l'hôpital, mon gars. Je ne manquerai Thanksgiving pour rien au monde avec la famille, ai-je dit calmement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La famille, c'est tout, n'est-ce pas, Luc? Sacrément oui, frérot, a-t-il souri, prenant une gorgée de sa bière. Je les ai observés comme un faucon pendant tout le dîner. La table était pleine, mes parents, ma tante et mon oncle, mon cousin, Lucas, Chloé et moi. Lucas a raconté une histoire exagérée sur son travail dans la finance d'entreprise, et tout le monde a gloussé. Chloé a continué à poser sa main sur ma cuisse sous la table, jouant le rôle de la fiancée dévouée et parfaite avec une perfection absolue. Ma mère n'arrêtait pas de s'extasier sur le mariage à venir, demandant à Chloé si elle avait finalisé les arrangements floraux et le plan de table. J'ai joué le jeu sans faille. J'ai hoché la tête. J'ai souri. J'ai mâché la dinde sèche. J'ai répondu à leurs questions banales. Mon père m'a posé des questions sur l'hôpital. Je lui ai parlé du carambolage, des opérations, du chaos. C'était une conversation complètement normale, une soirée de fête complètement normale et joyeuse, sauf que j'ai gardé ma main droite dans ma poche,
mon pouce planant au-dessus de l'écran de mon téléphone. Après que le dessert ait été débarrassé et le café servi, je me suis levé de table. J'ai tapoté ma cuillère contre ma tasse de café. Et, tout le monde peut-il aller dans le salon et s'asseoir une minute? J'ai quelque chose d'important à partager avec la famille. Ma mère a eu l'air ravie, pensant probablement que j'annonçais une grossesse. Oh, bien sûr, chérie. Tout le monde dans le salon. Une fois qu'ils étaient tous assis sur les canapés, je me suis dirigé vers l'énorme téléviseur intelligent de 75 pouces, monté au mur. Je vais diffuser une petite vidéo sur l'écran très rapidement, ai-je annoncé. Qu'est-ce que c'est? Un diaporama des photos de fiançailles, a demandé mon père, ajustant ses lunettes. Je n'ai pas répondu. J'ai juste connecté mon téléphone au réseau de diffusion de la télévision, maximisé le fichier et appuyé sur lecture. La vidéo a démarré instantanément. Le volume de la télévision était réglé à 40. Le son a d'abord envahi la pièce. Le grincement rythmique indubitable de mon sommier. Les gémissements explicites et haletants. Puis l'image 4K, d'une clarté cristalline, a inondé l'écran massif. Le dos de Lucas. Le tatouage tribal. Le visage de Chloé, entièrement visible par-dessus son épaule. Ses yeux fermés d'extase. Pendant 2 secondes, il y a eu un silence paralysant. Le genre de silence qui aspire l'oxygène d'une pièce. Puis Chloé a crié. Elle n'a pas seulement haleté. Elle a poussé un cri guttural et horrible. Elle s'est jetée à travers la table basse vers la télévision, mais elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Lucas est devenu complètement livide. Il s'est levé si vite que ses genoux ont heurté la table basse, envoyant des tasses s'écraser sur le sol. Éteins-la. Éteins-la. Asseyez-vous, ai-je commandé. Ma voix n'a pas tremblé. Elle n'a pas monté. C'était exactement la même voix que j'utilisais pour donner des ordres aux infirmières devant une artère qui saignait. Froide. Absolue. La vidéo a été diffusée pendant 30 secondes complètes, résonnant dans le salon de banlieue, avant que mon père ne se précipite enfin pour la télécommande de la télévision et n'appuie frénétiquement sur le bouton d'alimentation. L'écran est devenu noir. Le silence qui a suivi était plus lourd qu'un poumon effondré. Puis le chaos a éclaté. À quoi diable pensais-tu? C'était mon père, mais il ne regardait pas Lucas. Il me regardait directement. Moi, ai-je demandé, en inclinant la tête. Tu les as enregistrés, a hurlé ma mère, le visage rouge de fureur. Dans ta propre maison? C'est illégal. C'est une grave invasion de la vie privée. Je l'ai regardé, luttant sincèrement pour comprendre l'audace pure de sa réaction. Maman, il faisait explicitement l'amour dans mon lit, dans ma maison, pendant que j'étais à l'hôpital en train de sauver des vies, et tu es en train de me crier dessus parce que j'ai enregistré la preuve de cela. Lucas a commencé à pleurer, à sangloter comme un enfant. Il est tombé à genoux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'est juste arrivé. Nous étions ivres. Nous ne voulions pas, ne vouliez pas quoi, je l'ai coupé, ma voix tranchant ses larmes pathétiques. Ne vouliez pas coucher avec ma fiancée? Ne vouliez pas le faire dans mon lit? Ou ne vouliez pas vous faire prendre en caméra? N'utilise pas ce ton agressif dans cette maison, a claqué mon père, pointant un doigt tremblant vers moi. Chloé était recroquevillée en boule sur le sol, sanglotant hystériquement dans ses mains. S'il te plaît, mon amour, nous pouvons arranger ça. C'était une erreur ponctuelle. J'étais stressé à cause du mariage. J'ai fait une horrible erreur. Combien de temps, lui ai-je demandé, ma voix étrangement calme. Elle a juste pleuré plus fort. Elle ne me regardait pas. Combien de temps, ai-je répété, plus fort. 7 mois, a murmuré Lucas, fixant le tapis. 7 mois. Plus de la moitié de nos fiançailles, pendant que je payais le lieu, la robe, les fleurs. Pendant qu'elle m'embrassait chaque matin en me disant au revoir. Ma mère s'est approchée, s'est agenouillée, et a réellement passé son bras autour des épaules tremblantes de Lucas, le réconfortant. Ces choses arrivent, a-t-elle dit, sa voix tremblante mais défensive. Les gens font de terribles erreurs. Vous êtes frères. Vous n'avez pas à tout faire exploser et à détruire la vie de tout le monde pour une erreur. Tout faire exploser, ai-je répété lentement,
laissant les mots avoir un goût de cendre dans ma bouche. C'est la veille de Thanksgiving, a hurlé mon père, le visage violet. Tu vas ruiner toute la fête pour la famille. N'aurais-tu pas pu garder ça privé? Gérer ça tranquillement après le week-end? Tu devais nous prendre en embuscade comme un psychopathe. J'ai regardé autour de la pièce. Ma tante et mon oncle étaient assis figés sur le canapé 2 places, l'air absolument horrifié, mais restant complètement silencieux. Ma mère frottait activement le dos de l'homme qui avait couché avec ma future femme. Mon père me regardait comme si j'avais commis un meurtre. Chloé sanglotait sur le sol. Pas une seule personne dans cette pièce n'était de mon côté. Pas une seule. J'étais la victime d'une dévastatrice trahison de 7 mois. Et il me traitait comme le méchant pour l'avoir exposé. Vous voulez que je garde ça privé, ai-je dit, ma voix tombant dans un murmure qui commandait la pièce, pour que nous puissions tous nous réveiller demain, découper la dinde, sourire pour les photos de famille, et faire comme si rien ne s'était passé? Tout ça pour protéger les sentiments fragiles de Lucas? C'est ton frère, a crié ma mère. C'est ta famille. Vas-tu vraiment jeter ta propre chair et ton propre sang pour une fille? J'ai senti quelque chose de fondamental se briser en moi. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas du chagrin. C'était la rupture finale et libératrice de chaînes que je ne savais pas porter. Je ne jette rien, ai-je dit, en boutonnant mon manteau. Vous l'avez tous déjà fait. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte d'entrée. Ne sois pas dramatique, a aboyé mon père, me suivant dans le couloir. Rassois-toi. Nous allons en parler comme des adultes. Nous pouvons surmonter ça en famille. Non, ai-je dit, en ouvrant la lourde porte en chêne et en laissant la neige glaciale souffler dans l'entrée. Nous ne le ferons pas. Je suis sorti dans la nuit froide. Derrière moi, j'ai entendu ma mère crier. Quelque chose à propos de moi étant un salaud égoïste, à propos de moi déchirant la famille à cause de mon propre ego. Je suis monté dans mon SUV. J'ai verrouillé les portes. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert le tout nouveau compte de médias sociaux publics que j'avais créé ce matin-là. La vidéo était déjà en attente. La légende était déjà écrite. 21 novembre, 14h14. Mon frère Lucas et ma fiancée Chloé dans mon lit, dans ma maison, pendant que je travaillais une garde de 36 heures à l'hôpital. Ils font ça depuis 7 mois. Mes parents viennent de me dire de m'excuser d'avoir contrarié la famille. Joyeux Thanksgiving. J'avais tous les tags prêts, le profil de Lucas, le profil de Chloé, la firme de finance d'entreprise de Lucas, l'agence de design graphique freelance de Chloé, une douzaine de nos amis communs, mes tantes, mes oncles, mes cousins. Tout ce que j'avais à faire était d'appuyer sur un bouton. Mon téléphone a vibré. Un message de mon père. Si tu fais quelque chose de stupide et que tu nous embarrasses publiquement, tu le regretteras pour le reste de ta vie. Reviens à l'intérieur tout de suite. J'ai regardé son message. J'ai regardé la maison sombre et enneigée où j'avais grandi. J'ai réalisé que je n'avais absolument plus rien à perdre. Il m'avait déjà méticuleusement dépouillé de mon avenir, de ma partenaire, de mon frère, et de l'amour de mes parents. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. J'ai appuyé sur « Publier ». Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas douté une fraction de milliseconde. J'ai regardé la barre de progression bleue traverser l'écran. Téléchargement terminé. J'ai verrouillé mon téléphone, l'ai jeté sur le siège passager, suis retourné à mon hôtel, et commandé un steak à $60 au service en chambre, et j'ai dormi plus profondément et mieux que je ne l'avais fait depuis une décennie. Je me suis réveillé à 8 heures du matin avec exactement 412 notifications. Je n'en ai lu aucune. J'ai mis mon téléphone en mode « Ne pas déranger » et j'ai commencé à exécuter le reste de ma liste de contrôle. Premier appel, le lieu de mariage. Bonjour, concernant la réservation du 12 mars, sous mon nom. J'ai besoin d'annuler tout l'événement. La coordinatrice a halté. Monsieur, c'est dans moins de 4 mois. Selon le contrat, vous perdrez la totalité de l'acompte de $14 000. Je suis pleinement conscient. Annulez-le immédiatement. Envoyez-moi l'email de confirmation. J'ai raccroché. Appel suivant. Le traiteur de luxe. Annulé. Perte de $4 500. Le fleuriste. Annulé.
perte de 2000 $. Le photographe, le DJ, le quatuor à cordes, tout a été effacé. J'ai systématiquement brûlé 28 000 $ d'acompte non remboursable en exactement 45 minutes. Je n'ai pas ressenti la moindre once de douleur. C'était l'impôt le moins cher que j'aurais pu payer pour racheter le reste de ma vie. Appel suivant, un serrurier d'urgence 24 heures sur 24. J'ai besoin que toutes les serrures de ma propriété soient changées aujourd'hui. Je sais que c'est un jour férié. Je paierai le triple de votre tarif d'urgence. 2 heures plus tard, je l'ai rencontré chez moi. La voiture de Chloé n'était pas dans l'allée. Elle était probablement encore chez mes parents, pleurant sur les genoux de ma mère à quel point j'étais cruel. Je me suis tenu sur le porche, dans le vent glacial, regardant le serrurier percer les vieux verrous, je lui ai remis 800 $ en espèces, et j'ai récupéré mes nouvelles clés brillantes. Chloé avait une clé de mon sanctuaire. Plus maintenant. Prochain arrêt, la banque. Il y a 8 mois, Chloé et moi avions ouvert un compte d'épargne commun pour le mariage et notre future lune de miel. Nous y déposions tous les deux des fonds automatiquement. J'avais contribué à hauteur d'environ 32 000 $. Elle avait versé exactement 6 500 $. Je suis entré dans la succursale, j'ai contourné les guichetiers, je me suis assis avec le directeur de la succursale, et je me suis complètement retiré du compte, mais seulement après avoir légalement retiré chaque centime des 32 000 $ que j'avais déposés. Je lui ai laissé 6 500 $. C'était son argent. Je n'en voulais pas un sou. Mais pendant que j'étais assis à ce bureau en acajou, j'ai géré autre chose. Il y a 2 ans, l'entreprise de construction de mon père avait traversé une période financière difficile. Il était venu me voir, main dans la main, me demandant de l'aide pour son hypothèque, juste le temps que les choses se stabilisent. Je la payais depuis 1 800 $ par mois, prélevés automatiquement de mon compte courant principal, le premier de chaque mois. Plus de 40 000 $ au total. J'ai besoin d'annuler un virement récurrent, ai-je dit à la banquière. Elle a affiché mon profil. Le virement de 1 800 $ vers le compte joint se terminant par 4492. Êtes-vous sûr? Il est prévu pour la semaine prochaine. Annulez-le. Révoquez toute autorisation. Effet immédiat. Fait. Et puis il y avait Lucas. Lucas m'avait supplié de lui emprunter 11 000 $ en février dernier. Il prétendait avoir fait de mauvais investissements en crypto et avait besoin de couvrir son loyer et ses mensualités de voiture avant d'être expulsé. Il avait juré sur la tombe de notre grand-père qu'il me rembourserait en 6 mois. C'était il y a 9 mois. Je ne l'avais jamais poussé à ce sujet parce que, vous savez, la famille. J'ai récupéré le fil de messages enregistrés où il avait explicitement demandé le prêt et détaillé les conditions de remboursement. J'ai fait une capture d'écran, les transmise à mon ami avocat avec une brève note, rédige une lettre de mise en demeure formelle pour un remboursement immédiat. Donne-lui 14 jours. S'il ne vire pas les fonds, intente immédiatement une action en justice au tribunal civil. Mon avocat a répondu en 6 minutes. Joyeux Thanksgiving, espèce de menace absolue. Je te la ferai rédiger et signifier d'ici lundi. À midi, j'avais complètement rompu tous les liens financiers, légaux et physiques que j'avais avec l'un d'eux. Plus de filets de sécurité, plus de renflouement, plus de passe-droit. Mes parents voulaient choisir Lucas plutôt que moi. Bien. Ils pouvaient le soutenir financièrement. Je suis retourné à ma chambre d'hôtel, j'ai commandé un café, et j'ai finalement ouvert mes médias sociaux sur mon ordinateur portable, en utilisant un navigateur incognito. L'explosion était biblique. La vidéo avait 145 000 vues. Elle avait été partagée plus de 2000 fois. Elle avait dépassé notre cercle social immédiat et avait été reprise par des groupes de potins locaux de Chicago. Les commentaires étaient un véritable bain de sang. Son propre frère l'a enterré. L'audace des parents de défendre ça est carrément écœurante. Je connais cette fille. Elle va à ma salle de sport. Une poubelle absolue. Des gens taguaient agressivement la petite amie de Lucas, Mia. Ah, oui. J'avais presque oublié Mia. Elle sortait avec Lucas depuis 3 ans. C'était une perle, une institutrice. Les commentaires la taguaient sans relâche, lui disant de se réveiller et de regarder la vidéo. Quelqu'un avait tagué le compte officiel de la firme financière de Lucas.
Quelqu'un d'autre avait lié le LinkedIn professionnel de Chloé et son portfolio de design graphique freelance, juste dans les commentaires principaux. J'ai fermé l'ordinateur portable. Une toute petite partie irrationnelle de mon cerveau se demandait si j'étais allé trop loin, si j'avais lâché une bombe nucléaire sur une fourmilière, si j'aurais dû simplement faire mes valises en silence, annuler le mariage et m'éloigner comme une personne plus grande. Puis je me suis souvenu de l'image de ma mère frottant le dos de Lucas pendant qu'il pleurait d'avoir été pris. Je me suis souvenu de mon père me traitant de dramatique et m'ordonnant de m'asseoir et de protéger l'image de la famille. Je me suis souvenu des 7 mois de mensonges, des faux sourires, de l'argent volé. Je n'étais pas allé trop loin. J'étais allé exactement assez loin. J'ai passé le reste du week-end complètement déconnecté. Je suis monté au Wisconsin, j'ai loué une cabane, j'ai coupé du bois, j'ai bu du bon whisky, et j'ai laissé la radiation toxique de mon ancienne vie se consumer à des kilomètres de là. Quand j'ai enfin rallumé mon téléphone le mardi suivant, le désastre était total. J'ai rencontré mon cousin David pour une bière. Il était le seul membre de la famille à m'avoir contacté pour prendre de mes nouvelles, plutôt que de me crier dessus. C'est un bain de sang, mec, m'a dit David, secouant la tête d'incrédulité alors que nous étions assis dans la cabine. Tu les as complètement anéantis. Il m'a fait le résumé. Lucas avait été licencié. Sa firme de finance d'entreprise avait une clause stricte de moralité et de conduite publique dans leur contrat. Apparemment, avoir une vidéo virale de soi trahissant explicitement son propre frère, avec son employeur tagué dans les commentaires, violait cette clause. Il l'avait renvoyée lundi matin. Mia avait vu la vidéo le jour de Thanksgiving. Selon David, elle s'était rendue chez mes parents, était entrée directement par la porte d'entrée pendant leur misérable et tendu dîner de dinde, avait jeté la bague de promesse que Lucas lui avait donnée directement au visage, lui avait craché sur les chaussures, et était partie sans dire un mot. Elle l'avait bloqué partout. Chloé avait complètement détruit son empreinte numérique. Chaque compte de médias sociaux, son LinkedIn, son site web professionnel tout supprimé, effacé d'Internet. Elle avait emballé ce qui tenait dans sa berline et s'était enfuie vers sa ville natale en Ohio pour vivre dans sa chambre d'enfance. Ses clients freelance l'avaient abandonnée après que la vidéo ait circulé dans ses cercles professionnels. Et tes parents, a demandé David, me regardant prudemment. Ils y sont en train de perdre la tête. Ton père a manqué son paiement hypothécaire parce que ton prélèvement automatique n'a pas été effectué. Il a appelé la banque en hurlant et ils lui ont dit que tu l'avais révoqué. Il dit à tous ceux qui veulent l'entendre que tu es un psychopathe vindicatif. Laisse-le faire, ai-je dit, prenant une gorgée de ma bière. La vérité n'a pas besoin que je la défende. La vidéo parle d'elle-même. Il y a autre chose, a dit David, sa voix baissant d'un ton. Il avait l'air vraiment mal à l'aise. Je n'allais pas te le dire, mais tu dois savoir. Dis-moi. David a pris une profonde inspiration. La raison pour laquelle tes parents étaient si désespérés de garder le silence. La raison pour laquelle ils voulaient que tu lui pardonnes et que tu poursuives le mariage, mon cerveau de chirurgien s'est activé. Les pièces du puzzle ont soudainement commencé à se réorganiser. La panique dans les yeux de ma mère. Le désespoir de garder la famille unie. Elle est enceinte, ai-je dit d'une voix neutre. Les yeux de David se sont écarquillés. Comment as-tu su? Je suis médecin, David, et je connais la nature humaine. Qui est le père? C'est ça le problème, David a grimacé. Chloé a juré que c'était le tien. Elle a parlé de la grossesse à ta mère une semaine avant Thanksgiving. Tes parents savaient qu'elle couchait avec Lucas. Ils les ont apparemment surpris en train de s'embrasser dans l'allée en août. Mais ils voulaient que tu l'épouses quand même. Pourquoi, ai-je demandé, bien que la réalisation écœurante m'envahissait déjà. Parce que tu es le médecin, a dit David doucement. Tu as la maison, le salaire énorme, la stabilité. Lucas est criblé de dettes et t'emprunte de l'argent. Si le bébé était de Lucas, il ne pourrait pas se le permettre. Tes parents ne pourraient pas l'aider. Ils voulaient que tu l'épouses, que tu reconnaisses l'enfant, et que tu le soutiennes financièrement, quel que soit son vrai père, pour sauver la famille du scandale et de la ruine financière. Le mal pur et sans phare de cette logique m'a coupé le souffle pendant une seconde. Mes propres parents étaient prêts à me piéger pour élever l'enfant bâtard de mon frère, me piégeant dans un mariage frauduleux pendant 18 ans, juste pour protéger leur fils préféré des conséquences de ses actes et pour protéger leur propre portefeuille. A-t-elle fait un test de paternité,
ai-je demandé, ma voix terrifiante de calme. Oui, a hoché David. Quand elle est retournée en Ohio, ses parents l'ont forcée à faire un test ADN prénatal parce que Lucas le niait. Les résultats sont revenus hier, et c'est Lucas, à 99,9%. J'ai ri. Je me suis penché en arrière dans la cabine et j'ai ri jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal. C'était la justice poétique la plus belle que l'univers aurait pu rendre. Lucas, qui venait de perdre son emploi à 6 chiffres, qui était poursuivi par mon avocat pour 11 000 $, qui avait été largué par sa petite amie de longue date et qui vivait actuellement dans le sous-sol de mes parents, allait maintenant être père. Et mes parents, qui avaient essayé de me manipuler pour financer ce désastre, allaient maintenant devoir soutenir financièrement leur fils au chômage, sa mère porteuse arrangée en Ohio, et leur nouveau petit enfant, tout en devant soudainement payer leur propre hypothèque de 1 800 $ que je venais de couper. Ils avaient creusé leur propre tombe, y avaient sauté et m'avaient tendu la pelle pour les enterrer. Les mois ont passé, l'hiver s'est transformé en printemps. La saison où j'étais censé me marier est arrivée et repartie, et je n'ai ressenti la moindre trace de tristesse. Mon avocat a poursuivi Lucas avec succès. Il n'a même pas pris la peine de se présenter à l'audience du tribunal civil. J'ai obtenu un jugement par défaut pour la totalité des 11 000 $ plus les frais de justice. J'ai immédiatement demandé à faire saisir ses salaires, m'assurant que chaque fois qu'il parviendrait enfin à trouver un nouvel emploi, je prendrais une partie de son chèque de paie chaque semaine jusqu'à ce que la dette soit réglée. J'ai encadré le jugement du tribunal et l'ai accroché dans mon bureau à domicile. Il sert de magnifique rappel quotidien que certaines dettes ne sont jamais pardonnées. L'avocat de Chloé m'a renvoyé la bague de fiançailles fin février. Pas de mots, pas d'excuses, juste la boîte en velours. Je l'ai apportée à un bijoutier, l'ai vendue pour 8 000 $, et j'ai utilisé l'argent pour réserver un voyage solo de 2 semaines en première classe au Japon. J'ai mangé du bœuf wagyu à Tokyo, fait de la randonnée près du mont Fuji, et j'ai senti les derniers vestiges de mon ancienne vie s'évaporer dans l'air de la montagne. Mes parents ont essayé de me contacter une seule fois. En avril, ma mère est apparue sur mon porche sans prévenir, pleurant hystériquement. J'ai ouvert la porte, laissant la lourde chaîne de sécurité attachée. « S'il te plaît » a-t-elle sangloté, pressant son visage contre l'ouverture de la porte. « S'il te plaît, chérie, nous nous noyons. » Lucas ne trouve pas de travail. Sa réputation est ruinée. Les parents de Chloé le menacent pour la pension alimentaire. La banque menace de saisir notre maison. Nous avons besoin d'aide. Tu es notre fils, notre famille. J'ai regardé la femme qui m'avait donné naissance. La femme qui avait activement conspiré pour me piéger dans un mariage frauduleux, afin d'élever l'enfant de mon frère. Je n'ai ressenti absolument rien. Aucune pitié, aucune colère, juste un vide clinique profond. Vous avez choisi votre fils, ai-je dit doucement. Maintenant, c'est à vous de le nourrir. J'ai fermé la porte, verrouillé le pen dormant, et je suis retourné à la préparation de mon dîner. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué le numéro de mon père. J'ai installé des caméras de sécurité autour du périmètre de ma propriété et j'ai envoyé une lettre de cessation et d'abstention formelle à leur adresse, menaçant d'impliquer la police pour intrusion s'ils mettaient à nouveau les pieds sur ma propriété. Cela fait exactement 1 an depuis cet après-midi enneigé de novembre. J'ai 34 ans et ma vie est complètement méconnaissable, de la meilleure façon possible. J'ai vendu la maison. Elle contenait trop de fantômes. J'ai utilisé la plus-value pour acheter un immense Pentouse ultramoderne surplombant le lac Michigan. Il est stérile, propre, et entièrement le mien. Pas de compromis, pas d'espace partagé, juste mon sanctuaire. Je m'épanouis à l'hôpital. J'ai été promu chef de la chirurgie traumatologique en septembre. Ma concentration est absolue. J'ai recommencé à fréquenter des gens. Rien de sérieux au début, juste pour tâter le terrain. Mais récemment, je vois une oncologue pédiatrique nommée Elena. Elle est brillante, farouchement indépendante, et ne traîne aucun drame. Je lui ai raconté toute l'histoire de mon passé à notre 4e rendez-vous. J'ai mis toutes les cartes sur la table. Elle a écouté silencieusement, sirotant son vin, puis m'a regardé et a dit « On dirait que vous avez excisé une tumeur maligne avant qu'elle ne puisse métastaser et vous tuer. Bon chirurgien. » J'ai su à ce moment-là que c'était la bonne. J'ai entendu dire par David, qui me donne encore occasionnellement des nouvelles non sollicitées, que Lucas travaille actuellement de nuit dans un entrepôt juste à l'extérieur de la ville.
Il doit me verser 20% de son maigre salaire pour le jugement du procès. Et une autre part importante va directement en Ohio pour la pension alimentaire. Il a l'air d'avoir 10 ans de plus, le visage creusé, et malheureux. Chloé a eu un petit garçon en août. Elle travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire en Ohio, vit avec ses parents, est liée en permanence à un homme qui a ruiné sa vie, et élève un enfant dans l'ombre d'un scandale viral dont elle ne pourra jamais échapper. Mes parents sont censés travailler à temps partiel dans le commerce de détail, dans la soixantaine, pour se permettre l'hypothèque que je payais pour eux. Complètement aliénés du reste de la famille élargie, qui a vu la vidéo et a appris la vérité sur leur tentative de dissimulation, ils ont tous fait leur choix. Ils ont choisi la tromperie plutôt que la loyauté. Ils ont choisi le confort plutôt que la responsabilité. Ils ont choisi mon frère plutôt que moi. Certaines personnes me demandent si je regrette d'avoir appuyé sur ce bouton de publication. Si je me sens jamais coupable d'avoir réduit leur vie en cendres. Ma réponse est toujours la même. Je n'ai pas réduit leur vie en cendres. J'ai juste allumé les lumières pour que tout le monde puisse voir l'incendie qu'ils avaient déjà allumé. Je suis libre, et je n'ai jamais aussi bien dormi.